Bonsoir Eradzonan Rimampian, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la République de Madagascar. Vous êtes à Paris pour la première journée de la francophonie numérique et économique. C'est organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. En quoi est-ce un événement important pour votre pays? Tout d'abord, mes salutations à tous vos téléspectateurs. C'est un événement majeur parce que ça marque vraiment le tournant de ce qu'est cette francophonie. La francophonie, on l'a toujours connue sous l'aspect linguistique, sous l'aspect culturel. Aujourd'hui, on parle d'économique, on parle de numérique. Donc c'est un tournant majeur, c'est une évolution majeure. Ça signifie que la francophonie s'adapte aussi à l'évolution du monde aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est important pour l'espace francophone, mais je suis convaincu que c'est important pour mon pays et pour bien d'autres pays qui appartiennent à cet espace francophone. Pourquoi est-ce que le numérique est-il stratégique pour la grande île francophone qu'est Madagascar? Ben écoutez, malgré notre éloignement relatif du centre du monde, le monde ne peut plus se passer du numérique, hein. Surtout la jeunesse. La jeunesse malgache est très attirée par le numérique, elle est en plein dedans, si je puis m'exprimer ainsi, et presque tous les secteurs aujourd'hui dépendent ou utilisent beaucoup de numérique. Donc je crois qu'aujourd'hui, le monde ne peut pas se passer de numérique. Il faut le maîtriser, il faut que les technologies du numérique soient vraiment au service du développement d'un pays, mais il y a aussi l'aspect protection. Donc il y a la protection au niveau de ce que j'appelle la cybersécurité. Donc tout ça sont des sujets qui sont débattus au niveau de cette journée. Et vous lancez précisément aujourd'hui une agence malgache de développement et de la promotion des entreprises. Pourquoi? À quoi va-t-elle servir? Absolument, parce que vous savez, lorsque je disais tout à l'heure que la francophonie numérique est en marche, il faut un dispositif. Il faut absolument qu'on passe du concept à la mise en opération. Donc cette agence est vraiment le dispositif qu'il faut, me semble-t-il, pour aller mettre en action tous ces concepts sur l'économie. Donc là maintenant, il faut rassembler les ressources au niveau d'un pays. Les ressources se trouvent dans l'espace francophone, donc il y a tellement de leviers au niveau de l'espace francophone qui devraient permettre le développement de chaque pays, de chaque territoire. On parle du numérique, mais on le sait, Monsieur le Président, votre pays est encore aujourd'hui l'un des plus pauvres au monde. Comment est-ce que vous l'expliquez? Ben écoutez, hein, les choses étant ce qu'elles sont, c'est une succession, si vous voulez, de crises qui ont prévalu dans ce pays pendant une cinquantaine d'années. Les crises sont devenues cycliques, donc la réalité politique a fait que les résultats au niveau économique et au niveau social ne se sont pas sentis au niveau du pays, ne sont pas répercutés au niveau de la population. Donc maintenant, on change de cap. Moi, je propose vraiment à ce qu'il y ait des projets structurants pour le développement économique dans le cadre d'une stabilité politique. Je crois que c'est ça qui marque le cap de la priorité, de ma présidence. Quelle est-elle la priorité? Bah, écoutez, globalement, c'est réduire la pauvreté. Vous savez très bien que 80% de la population malgache travaille dans l'agriculture. Donc, il faut qu'on développe cette agriculture pour passer de l'agriculture de subsistance à une agriculture orientée vers le marché. Vous dites il faut qu'on, mais vous êtes au pouvoir depuis près de 2 ans maintenant. Vous êtes arrivé en janvier 2014 à la présidence de Madagascar. En près de 2 ans, qu'avez-vous fait justement dans le domaine de l'agriculture? Ben, on a travaillé déjà dans ça et laissez-moi vous dire qu'on a un modèle, je dirais, réussi dans ce cadre-là.
dans la région du sud-ouest, par exemple, avec l'appui des bailleurs de fonds. Donc on a un projet intégré où on a construit un grand barrage hydro-agricole qui va irriguer des dizaines de milliers d'hectares. Et aujourd'hui, juste après un an, aujourd'hui la production risicole a plus que triplé parce que on a une productivité qui est très faible. Donc ça a triplé et en plus on a 2 récoltes parce que l'eau est là, l'irrigation est là. Donc on sent, on voit aujourd'hui, on peut le vérifier, qu'il y a une amélioration des conditions de vie de la population dans cette région-là. Alors cette journée organisée par l'OIF consiste aussi bien entendu à préparer le prochain sommet de la francophonie qui se tiendra précisément à Madagascar du 24 au 27 novembre prochain. Ça approche à grands pas, c'est un très très grand événement, pas facile à organiser. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Et d'ailleurs, si je suis ici, c'est pour dire qu'on est prêt, qu'on est en marche vers ce sommet et que toutes les conditions sont là pour avoir et assurer un sommet vraiment digne de ce nom. C'est un défi, hein, je dois vous le dire, mais c'est un défi qu'on relève et qu'on est prêt à assumer, à réaliser dans les meilleures conditions. Quels sont les enjeux, selon vous, de ce sommet de la francophonie? Vous savez, pour mon pays, d'abord, Madagascar a été pendant longtemps, et surtout avec les dernières années de crise, je dirais, mise au banc de la communauté internationale. On était sanctionnés sur le plan économique, financier, politique. Donc après, nous avons remonté la pente pour reconquérir notre place au niveau de la communauté internationale. Et je pense que la tenue de ce sommet, avec d'autres sommets qui sont organisés aussi dans le courant de ce second semestre, consacre ce retour de Madagascar d'abord sur la scène internationale, mais aussi et déjà cette marche vers la croissance économique et vers le développement inclusif du pays. Alors on a vu la carte de Madagascar tout à l'heure à l'écran, on va bien entendu la revoir d'ici la fin de notre entretien. Votre pays est situé à l'est du continent africain, dans l'océan Indien. Vous êtes un pays carrefour sur plusieurs continents, au cœur de notre monde. On va parler de la politique intérieure maintenant de Madagascar. Vous l'avez dit vous-même, traversé par plusieurs crises successives depuis maintenant une cinquantaine d'années. On ne va pas faire de la politique intérieure malgache, mais tout de même, pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs francophones qui veulent comprendre, quel est le malaise, quel est le problème à Madagascar? Comme je vous dis, c'est très simple. C'est la réalité politique qui a prévalu pendant ces plusieurs décennies, qui ont fait qu'il y avait toujours des crises cycliques à Madagascar. Mais qu'est-ce qui explique ces crises? Est-ce que c'est la fragilité institutionnelle? Est-ce que c'est... Il y a de ça. Mais le plus important, c'est de dire que s'il y avait 13 chefs d'État à Madagascar depuis l'indépendance, 6 seulement sont issus d'élections. Donc c'est pour vous dire que c'est l'alternance démocratique basée sur les élections qui manquait. Et je pense que c'est ça le socle d'une stabilité politique. Et c'est sur ce socle-là, bien évidemment, qu'on pourrait mettre en place des institutions solides pour asseoir cette stabilité à la fois institutionnelle et la stabilité politique aussi. Donc je pense que ça, c'est fondamental. Et bien évidemment aussi, je le crois, c'est l'absence de véritables projets structurants pour l'économie, de projets inclusifs, durables, avec une vision à long terme. Je pense que c'est maintenant que nous sommes en train de le mettre en place. Quels sont aujourd'hui les rapports que Madagascar entretient avec la France, pays qui a des liens très étroits avec Madagascar? De bonnes relations. Il n'y a pas d'ombre au tableau. La France reste un partenaire important et stratégique pour Madagascar. Beaucoup d'opérateurs français, d'entreprises françaises sont à Madagascar, donc je pense qu'avec la tenue de la francophonie, ça va encore s'améliorer davantage. Sur le plan politique, par rapport aux crises qu'on évoquait?
Ah ben écoutez, je pense que la France nous a appuyés pour justement solidifier ce que j'appelais tout à l'heure le socle de la démocratie. Le 26 juin dernier, un dimanche, jour de fête nationale à Madagascar, un attentat à la grenade non revendiqué encore à ce jour a fait 2 morts, au moins 84 blessés dans le stade d'Antananarive. Attaque liée, selon vous, à une divergence politique. Est-ce que vous pouvez nous dire le fond de votre pensée? Ben exactement, je l'avais déjà dit. Hein. Donc ce sont probablement des raisons politiques qui ont amené ces criminels à commettre ces actes atroces, je dirais. Donc ce n'est ni plus ni moins qu'à des visées politiques. Malheureusement, les victimes sont toujours les innocents. Et l'enquête, où en est-elle? Ça se poursuit. Ça se poursuit. On a déjà une avancée assez, je veux dire, assez solide. Donc, on suit le cours du process, quoi. Beaucoup de Malgaches se plaignent, Monsieur le Président, de l'insécurité à Antananarive, mais aussi en province. Vous parlez de l'agriculture, ils sont nombreux à se plaindre, notamment du vol de bétail et notamment des zébus. Des touristes aussi, notamment français, ont été assassinés ces derniers mois, encore récemment cet été. Que comptez-vous faire? Ben écoutez, la sécurité est vraiment une priorité pour nous. L'insécurité a toujours existé. Hein. Le risque zéro aujourd'hui de par le monde n'existe pas. Donc on met beaucoup d'emphase sur cet aspect. Il y a beaucoup je veux dire, des décisions qui ont été prises au niveau institutionnel, au niveau des régions pour éradiquer l'insécurité. On sensibilise aussi la population, bien évidemment, en disant que la sécurité est une affaire de tous, quoi. Donc, je pense qu'il y a des développements. Ce n'est pas toujours très évident, mais je pense qu'on progresse dans ce cadre-là. Il faut pas non plus exagérer au niveau des informations. Lorsque il y avait à juste titre ce que vous mentionnez tout à l'heure de jeunes Français qui ont été trouvés assassinés dans une île, les premiers résultats ont démontré que c'était des raisons plutôt passionnelles qui ont entraîné ces crimes-là. Donc, à mon avis, ne devrait pas affecter ni le tourisme, ni la sécurité en général. Qui est un pilier important de votre économie. Ce qui freine aussi souvent l'économie, c'est la corruption, qui fragilise aussi peut-être les institutions dans les pays qui sont touchés par ce problème. Où en est-on au juste? Que comptez-vous faire pour lutter contre la corruption? Ben, mais vous avez bien raison. Hein. C'est une aussi des priorités. Que j'ai annoncé, même depuis mon investiture, c'est la lutte contre la corruption. C'est vraiment ancré déjà dans certaines pratiques. Donc, moi en tout cas, j'ai annoncé ma volonté de combattre la corruption jusqu'au bout avec toute l'énergie qu'il faut. Je mobilise tout le monde pour cela. Je mobilise les institutions pour cela. Je mobilise l'armée pour cela. Je pense que c'est dans le cadre d'un effort commun, conjugué et cohérent qu'on va pouvoir combattre la corruption. Et bien évidemment, il faut s'atteler aussi au développement économique, parce que la pauvreté est aussi un terreau, si vous voulez, pour le développement de la corruption, malheureusement. Il y a à Madagascar 2 langues officielles, le malgache bien entendu et le français. Quel est votre rapport à la langue française? Bah écoutez, est-ce que vous voyez pas que c'est un bon rapport qu'on pourrait avoir par rapport à cette langue, parce que ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet de véhiculer des informations, de véhiculer notre vision. À titre plus personnel? Oui, et puis de discuter aussi avec vous comme aujourd'hui. Moi j'apprécie cette langue, autant que d'autres langues aussi, mais j'apprécie cette langue et je crois que cette langue qui est une belle langue nous permet d'exprimer ce qu'on est aujourd'hui. Radzona Rimanpian, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le président de la République de Madagascar.